Le concept des soft skills est apparu dès les années 60 aux États-Unis, mais ça s'est développé notamment avec la tertiarisation de l'économie et puis l'évolution, bien entendu, la stabilité de l'économie que nous connaissons depuis les années 80. On parlait des compétences comportementales. Aujourd'hui, on parle de soft skills. Donc, les soft skills, c'est ce qui exclut toute forme de savoir. Donc, c'est plutôt un ensemble de savoir-être qui permettent finalement ou qui favorisent l'adaptation à soi, à l'environnement et aux autres. Et donc, on sait qu'il y a une accélération du cycle de renouvellement métier. On parle de 60% des métiers qui n'existent pas à 5 ans, par exemple. Alors, peu importe le chiffre, mais c'est important. Effectivement, on sait que la personne ne va pas exercer ses activités de la même manière, probablement à 3 ou 5 ans. Elle devra probablement se repositionner, voire se reconvertir, voire évoluer, en tout cas en termes de pratique. Donc les savoir-être deviennent de plus en plus importants, mais il y a aussi des évolutions sociétales, les attentes clients, les attentes collaborateurs, qui laissent penser que le monde dans lequel on vit va évoluer et demande un savoir-être et des savoirs évolués de plus en plus importants. Il s'est développé par rapport à ce que je disais, cette instabilité, ce monde un peu plus complexe, les changements de stratégie de l'entreprise, la mondialisation, la concurrence, mais aussi la digitalisation, la numérisation de l'économie, sans parler aussi de la crise sanitaire qui a emmené par exemple d'autres formes de travail ou la généralisation du travail à distance. Donc on voit aujourd'hui que l'adaptabilité à un environnement devient important, l'adaptabilité à un contexte, la performance contextuelle, par exemple l'appropriation stratégique de l'entreprise, plutôt que de rester dans une vision très technique de ses activités, comment je comprends mon environnement avec une vision globale. Donc cette complexité emmène effectivement à regarder de manière plus précise les savoir-être et comment la personne va s'adapter à une exigence particulière, à une situation particulière, qu'elle soit nouvelle ou critique, finalement à des perturbateurs aussi. Donc ces savoir-être vont lui permettre de développer une vision beaucoup plus fine finalement de son environnement et de ses relations aux autres. Alors, les soft skills, vous avez déjà un inventaire qui est fait tous les ans par le World Economic Forum et qui reprend bien sûr un ensemble de soft skills, enfin de compétences attendues, et les soft skills sont très représentés. Donc on évoque la pensée critique. Notamment, on évoque bien entendu la collaboration, la capacité à instaurer des relations efficaces avec les autres, se coordonner, se synchroniser avec les autres pour atteindre un but commun. Je dirais l'appropriation stratégique, comprendre son environnement et non pas exclusivement son cadre de travail. Dépasser le cadre, produire des idées nouvelles, la responsabilisation et l'autonomie dont on parle beaucoup. Donc voilà les attendus, tout ça, je pense, moi, je le regroupe à travers cette notion d'adaptabilité finalement à un environnement complexe, un environnement changeant et des enjeux d'entreprise, bien entendu, de positionnement et concurrentiel. Alors, lorsqu'on parle des soft skills et qu'on interroge les entreprises, déjà de manière massive, les entreprises disent que pour 80% d'entre eux, les soft skills sont essentiels à évaluer, et notamment au moment d'un recrutement. Alors, comment font-ils? Le principal outil, la principale méthode, c'est l'entretien. Et donc c'est déjà intéressant. Pour autant, on voit l'apparition effectivement de nouvelles méthodes avec l'analyse des datas. On va prendre des datas de la personne. Alors ça peut être son comportement sur les réseaux sociaux, ça peut être des datas sur son expérience, etc. Et on va le voir si effectivement ça se rapproche, ou en tout cas ça matche bien avec l'entreprise et le poste.
Attention à ces datas parce que qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est suffisamment prédictif pour expliquer une performance? Lorsqu'on étudie une compétence, il faut qu'elle soit utile par rapport à l'activité ou ce qui sera demandé pour l'individu dans le cadre de ces activités et dans un contexte, un poste donné. Donc attention aux data, mais vous avez l'utilisation des tests psychométriques. Attention dans ce domaine. Vous avez des promesses, notamment sur le recrutement prédictif, qui ne peuvent être tenues. Par exemple, on sait que les aptitudes cognitives auront un indice de prédictibilité plus élevé que la personnalité. Et la personnalité reste intéressante puisque elle permet de décrire quand même le comportement de la personne. On peut utiliser les schémas cognitifs aussi, les représentations qui influencent énormément nos comportements et qui ont un indice de prédictibilité élevé. Alors, un point pour avoir une qualité, je crois qu'il faut combiner. Par exemple, le test psychométrique ne peut pas s'exclure d'une approche qualitative en entretien. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment utiliser les tests psychométriques comme des supports d'échange qui permettent de découvrir plus rapidement l'individu, mais il faut aussi chercher à découvrir l'individu en entretien. L'outil doit permettre d'accélérer cette connaissance, mais il faut passer de cette image virtuelle, en quelque sorte, à une image incarnée qui peut se faire notamment dans le cadre d'un entretien. Les mises en situation sont très intéressantes parce qu'elles vont placer l'individu face à une situation qu'il ne maîtrise pas ni par ses connaissances ni par son expérience, donc une situation nouvelle et qui vont permettre justement de voir comment la personne s'adapte, à condition bien sûr que cette mise en situation assure une égalité de traitement, c'est-à-dire soit la même pour tous les individus, donc soit évaluée, observée avec les mêmes critères et savoir aussi qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et de reproduire ça et dupliquer ça de manière à l'exacte similitude pour tous les individus et surtout les mises en situation doivent être décontextualisées, c'est-à-dire vraiment pas chercher à valider ce que la personne sait faire mais ce que la personne va pouvoir faire et donc voilà, on va chercher effectivement des matériaux qui vont être un éclairage supplémentaire et qui vont suffisamment, enfin pour certains être suffisamment étonnants, stimulants et qui vont permettre de dynamiser l'entretien. La création en fait, d'un test, quel qu'il soit sous forme d'item ou sous forme d'épreuve, doit respecter un certain nombre de points et doivent être construits de manière très rigoureuse. Il y a des modèles aujourd'hui scientifiques, on peut parler des modèles entrées, les modèles entrées de personnalité, on peut parler des schémas cognitifs, on peut parler des aptitudes cognitives. Donc on a des modèles existants qui sont construits rigoureusement et qui font l'objet de validations scientifiques. Donc des études de principes de construction, bien entendu, mais aussi de normalisation, c'est-à-dire d'études statistiques pour voir si, puisqu'un test vise toujours à comparer un individu par rapport aux autres. Donc il y a des principes de construction et effectivement, se doit respecter. Je dis, il y a deux grandes formes d'évaluation. Il y a la première, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Donc l'auto-évaluation, c'est la personne qui va renseigner elle-même un certain nombre d'items. Et donc il y a des principes de construction de ces items qui ont plus ou moins des avantages, des items à choix forcé, des items qui appellent des réponses sous forme d'échelles d'accords, des échelles de fréquence, ce qu'on appelle l'échelle de Likert. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire on va demander finalement à un tiers ou à plusieurs personnes de renvoyer une image à l'individu. Il faut savoir ce qu'on mesure, ce qu'on souhaite mesurer déjà dès le départ, et puis il y a des principes de construction. Voilà. Donc des validations scientifiques qui permettent de dire voilà, est-ce que le test a été composé de manière rigoureuse finalement, est-ce qu'elle a fait l'objet d'études statistiques, de normalisation et qui permettent aujourd'hui d'être discriminants sans être discriminatoires. Et donc la question aussi c'est qu'est-ce qu'on mesure et les modèles sur les facteurs de personnologie existent et il faut de ce point de vue-là les respecter. Alors, la meilleure manière probablement de manager l'individu, c'est de s'intéresser à lui,
de s'intéresser à ses aspirations notamment, mais aussi à ses difficultés, ses contraintes, ses verrous potentiels. Quand je parle de verrous, je parle de ces représentations par rapport au monde du travail qui vont influencer ses comportements. Donc le souci, je dirais, de l'autre, souci de ne pas rester sur un travail prescrit, de tenter de prendre de la hauteur ou de la distance par rapport au biais cognitif, ce biais de confirmation par exemple, qui vise à, lorsqu'on a une information sur l'individu, on va chercher à la confirmer et non pas faire un pas de côté pour essayer de le découvrir autrement. Ce biais de familiarité aussi, c'est qu'on a tendance à décrire une personne par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait, non pas par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Donc ça demande vraiment aux managers aujourd'hui de prendre le temps, surtout de prendre le temps de découvrir la personne autrement que par rapport à ce qu'elle réalise et ses activités qui sont importantes, hein, je ne nie pas, et qui permettent de décrire l'individu, mais aussi d'essayer de le découvrir et de le projeter dans ce qu'il pourrait faire.